Épisode 1957 de Demain nous appartient. Un cocktail explosif de révélations, de drames et d'émotions fortes. Entre l'empoisonnement de Maud, l'électrocution choc de Raphaël au bord de la piscine et les vérités longtemps cachées qui éclatent enfin, cet épisode a tenu toutes ses promesses. Les intrigues s'entremêlent, les tensions s'intensifient et les personnages se retrouvent plus que jamais au bord du précipice. Dans cet article complet, nous revenons sur les moments les plus marquants, les rebondissements inattendus et les conséquences à venir pour les familiers de Seth. Lisez jusqu'au bout pour ne rien manquer des détails qui changent tout. Abonnez-vous à notre chaîne pour recevoir toutes les analyses et spoilers en avant-première. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Quel moment vous a le plus choqué? Quelle suite imaginez-vous pour Raphaël et Camille? Et surtout, regardez la vidéo complète liée à cet article pour une plongée visuelle au cœur de l'épisode. Bonne lecture et bon visionnage. Une menace invisible, Maud, Raphaël et les ombres du passé. L'épisode 1957 de Demain nous appartient s'ouvre sur une tension glaçante. Maud est hospitalisée d'urgence après avoir été victime d'un empoisonnement au phénol. Son visage était livide, son souffle court. Et Camille, sa sœur, la veille d'un regard pétrifié. Dans les couloirs de l'hôpital, le silence est assourdissant. Le diagnostic est posé. Intoxication sévère mais réversible. Les médecins parviennent à stabiliser Maud et un soupir de soulagement parcourt ses proches. Pourtant, la question essentielle demeure. Comment cela a-t-il pu arriver? Et surtout, qui a tenté de l'empoisonner? Le phénol n'est pas un poison qu'on trouve facilement dans une pharmacie de quartier. C'est une substance toxique, corrosive, utilisée principalement dans l'industrie. Autrement dit, ce n'est pas un accident. Quelqu'un, quelque part, a voulu faire du mal. Et cette personne a eu accès à un produit dangereux. Rapidement, la thèse de la préméditation s'impose. Martin Constant, chargé de l'enquête, sait qu'il ne s'agit pas d'un simple fait divers. Une tentative de meurtre plane sur la famille Perrault. Une piste se dessine. Les macarons offerts à Raphaël quelques jours auparavant, ce sont précisément ceux que Maud aurait goûtés. Un geste anodin en apparence, un cadeau gourmand, devenu potentiellement mortel. Le détail interpelle Martin qui fait immédiatement analyser les restes de pâtisserie. Le verdict est sans appel. Des traces de phénol sont retrouvées dans l'un des macarons. La piste criminelle se confirme. Mais pourquoi viser Raphaël? Et si la véritable cible était-elle depuis le début? C'est alors que le drame frappe à nouveau, plus violemment encore. Raphaël, affaibli moralement par les événements récents, cherche un moment de répit dans sa maison près de la piscine. L'air est lourd, électrique, elle approche du bord lorsqu'un choc brutal la foudroie. Électrocution. Son corps tombe, inerte, dans un fracas d'eau et de métal. Martin, présent sur les lieux, assiste impuissant à la scène. Il accourt, la retire de l'eau et appelle les secours dans un état de panique rarement vu chez cet homme d'habitude 6 mètres de lui. Cette scène marque un tournant émotionnel dans l'épisode. Le spectateur, qui jusqu'ici suivait l'enquête avec distance, est projeté dans l'intimité de la peur, du désespoir, de l'amour. Oui, de l'amour, car les réactions de Martin ne trompent non pas. Il ne s'agit pas seulement d'une collègue ou d'une amie. Raphaël compte énormément pour lui. Son visage, lorsqu'il la voit inconsciente, trahit une douleur profonde, presque viscérale. À l'hôpital, l'angoisse recommence. Après Maud, c'est Raphaël qui est en danger. Les médecins, une fois encore, interviennent rapidement. Elle reprend conscience, mais ses premiers mots sont confus et son regard perdu. Est-ce un simple accident ou un second attentat maquillé? Pour Martin, le doute n'est plus permis. Quelqu'un a tenté de tuer Raphaël 2 fois en quelques jours. L'ambiance devient plus lourde que jamais. Camille, quant à elle, sent son monde s'effondrer. Sa sœur, sa mère, toutes deux ciblées, toutes deux frôlant la mort. Son cœur est en miettes et son esprit ne cesse de tourner autour d'un même point. Pourquoi? Qui pourrait leur en vouloir à ce point? Le passé familial, trouble des Perrault, revient alors hanter les esprits. Des non-dits, des blessures anciennes, des rancunes jamais guéries. Et c'est précisément dans ce climat d'insécurité affective que Simon, ex-compagnon de Raphaël, entre en scène. Depuis quelque temps, il tente de garder ses distances, mais Raphaël n'a plus le luxe d'attendre. Elle lui relance un ultimatum brutal. Il est temps de dire la vérité à Camille. Cette vérité que personne ne veut entendre, mais que tous pressentent. Que cache Simon? Quel rôle joue-t-il dans cette spirale infernale? Il vient donc frapper à la porte de Camille. La scène est brève, mais d'une intensité rare. Le regard de Camille, d'abord étonné, devient vite méfiant. Elle sent que cet homme, qu'elle n'a jamais totalement compris, porte en lui un fardeau immense. Simon hésite. Le moment est-il bien choisi? Peut-on vraiment imposer une vérité aussi déstabilisante à une jeune femme déjà brisée par les récents événements? Et pendant ce temps, en arrière-plan, l'enquête progresse. Martin et ses équipes examinent les circuits électriques de la piscine.
L'intervention d'un professionnel est probable. Les coupures sont nettes, maîtrisées. La mort de Raphaël était programmée. Ce n'était pas un coup du sort. L'intensité dramatique monte d'un cran. Le danger est réel. Il rôde dans les murs de la maison. Il connaît les habitudes de la famille. Et il est peut-être encore tout proche. Ce chapitre s'achève sur une certitude terrifiante. Les Perrault sont la cible d'un plan méthodique et cruel. Et tandis que les visages se figent dans la peur, que les vérités menacent d'exploser, une nouvelle question se pose, obsédante. Le pire est-il déjà arrivé? Ou est-ce seulement le début? Révélation et réconciliation, Charles, Damien et le pardon en héritage. Alors que les ombres s'épaississent autour de la famille Perrault, ailleurs à Sète, un autre récit se dessine avec une lumière différente, plus douce, plus intime, presque réconfortante. Dans un monde où tout semble se dérober sous les pieds, Charles, lui aussi marqué par les épreuves et par un passé complexe, fait un pas décisif vers la réconciliation. Et ce pas, il le fait en direction de Damien. Ils ne se sont pas toujours compris. Trop de silence, trop d'attentes déçues, trop de ressentiments accumulés au fil des mois. Pourtant, dans cet épisode, quelque chose change. Charles, d'un ton sincère, les yeux légèrement brillants, remercie Damien. Un simple mot, merci, mais qui résonne comme un acte de réparation. Il ne s'agit pas d'un pardon définitif, ni d'un oubli magique des blessures anciennes, mais d'un début, d'un frémissement de paix entre deux êtres que la vie avait mis en opposition. Damien, touché, accueille cette main tendue avec dignité. Il ne saute pas de joie, il ne dramatise pas. Il écoute, il ressent, et surtout, il accepte. Ce moment de grâce, discret mais bouleversant, n'échappe pas à Philippine qui observe la scène à distance. Elle sourit en silence. Dans son regard, une lueur rare, l'espoir. Cette réconciliation, même fragile, lui redonne foi en l'humain, en la possibilité de reconstruire sur les ruines de l'incompréhension. Ce fil narratif, plus apaisé que celui des Perrault, n'est pourtant pas sans lien avec l'intrigue principale. Car il montre à quel point les relations humaines, même les plus fracturées, peuvent trouver un chemin vers la lumière. Il suffit parfois d'un mot, d'un geste, d'un regard. Mais l'univers de demain nous appartient, ne permet jamais à la paix de s'installer durablement. Tandis que la relation Charles-Damien semble amorcer un tournant positif, c'est au tour de Manon de faire face à une épreuve émotionnelle. En plein cœur d'un conflit générationnel subtil, elle doit répondre à une proposition délicate, participer à une cérémonie commune avec ses parents. Pour d'autres, cela semblerait banal. Pour elle, c'est un véritable dilemme intérieur. Son premier réflexe est de refuser. Non par méchanceté ou par provocation, mais par instinct. Manon est à une étape de sa vie où l'indépendance est une conquête précieuse. Elle veut tracer sa propre voie, affirmer son identité, et cela passe, selon elle, par une prise de distance symbolique. La cérémonie commune, dans son esprit, est une forme d'ingérence affective, un mélange des sphères privées qu'elle n'est pas encore prête à assumer. Mais voilà, les jours passent, les regards s'échangent, les silences s'alourdissent. Et un soir, dans une conversation plus intime avec son père, Manon capte quelque chose d'essentiel. Ce n'est pas qu'une formalité pour lui. Cette cérémonie a une valeur profondément émotionnelle. Pour lui, elle représente un acte de transmission, de reconnaissance, presque de réparation. Il ne le dit pas, mais cela se lit dans ses yeux, dans sa façon de poser la main sur la table, dans sa voix qui tremble légèrement lorsqu'il évoque l'événement. Manon comprend alors que son refus pourrait être interprété comme une blessure, et qu'au fond, elle a la liberté de dire non, mais aussi celle de dire oui, par amour. Non pas pour se renier, mais pour honorer un lien. Ce n'est pas une capitulation, mais un acte d'intelligence affective. Elle finit donc par accepter. Elle regarde son père dans les yeux et lui dit simplement qu'elle sera là. Ce moment, doux et discret, touche au cœur. Il démontre que dans ce monde en perpétuelle agitation, il reste encore des instants de tendresse sincère. Pendant ce temps, dans l'ombre, les tensions reviennent du côté des Perrault. Car si Manon a su percevoir les émotions cachées de son père, Camille, elle, est confrontée à un mur de non-dit. Simon, après l'ultimatum de Raphaël, est venu à sa rencontre, mais les mots n'ont pas suivi les intentions. Il tergiverse, repousse, hésite. Camille, qui a grandi dans un environnement où les secrets sont des armes, le sent immédiatement. Quelque chose se trame, quelque chose d'important. Ce climat de mystère se mêle subtilement aux autres intrigues. Philippine, apaisée par la réconciliation entre Charles et Damien, sent que cet équilibre reste fragile. Elle s'inquiète. Son instinct lui souffle que ce lien naissant peut encore être menacé. Elle ne dit rien, mais son regard se durcit lorsqu'elle évoque certaines fréquentations passées de Charles. Un nom, une adresse, un souvenir, elle pressent que tout peut basculer. Et si la paix n'était qu'un leurre, et si les réconciliations cachaient d'autres conflits encore plus profonds? Le spectateur, pris dans cette alternance entre calme et chaos, sent la tension monter. Car chaque instant de bonheur semble porteur d'un revers. Chaque sourire devient suspect. Chaque silence, inquiétant. Ce deuxième chapitre, plus intime mais tout aussi dense, explore avec justesse les zones grises de l'âme humaine.
Il nous rappelle que les grandes tragédies se jouent souvent dans les petits détails, dans un remerciement, dans une acceptation, dans un regard perdu ou une main qui tremble. Dans Demain nous appartient, le drame ne crie pas toujours. Parfois, il murmure, et c'est peut-être encore plus effrayant. Ultimatum, révélation et masque qui tombent, alors que les relations se tendent dans toutes les strates de Seth, l'ultimatum lancé par Raphaël à Simon agit comme une bombe à retardement. Depuis trop longtemps, Simon évite le sujet. Il recule, se tait, esquive les vérités dérangeantes. Mais Raphaël, fragilisé par sa récente électrocution et profondément secoué par les événements, n'est plus disposé à faire preuve de patience. Elle exige que Simon dise enfin la vérité à Camille. Toute la vérité. Plus de compromis, plus de faux semblants. C'est donc le cœur lourd, les pensées embrouillées, que Simon décide de faire le pas. Il se présente chez Camille. L'atmosphère est tendue, presque irrespirable. Camille, qui a toujours perçu les zones d'ombre autour de Simon, le regarde avec méfiance. Il s'assoit, maladroit, cherchant les mots justes. Mais comment annoncer à une jeune femme déjà blessée que toute une partie de sa vie repose peut-être sur un mensonge, que ses repères, déjà fragiles, risquent de s'effondrer une fois encore? Avant qu'il ne parle, Camille l'interrompt. Elle devine, elle pressent, et elle pose la question. Une question simple, directe, impossible à contourner. « Tu es mon père, n'est-ce pas ?» Simon reste figé, ses lèvres tremblent. Un silence épais s'installe, puis il acquiesce, les yeux embués. Oui, il est son père biologique. Cette révélation, attendue depuis longtemps mais tue avec acharnement, éclate enfin au grand jour. Camille est abasourdie. Le monde se dérobe sous ses pieds. Ce n'est pas tant la vérité qui la blesse, mais le fait qu'on la lui ait cachée, si longtemps, si obstinément. Elle se lève, vacille, puis sort en courant. Simon, dévasté, ne la retient pas. Il sait qu'il a semé la tempête. Il sait aussi que parfois, même les vérités nécessaires peuvent briser ce qui reste de solide. Mais cette scène, déchirante, n'est qu'un pan de l'épisode qui entremêle avec virtuosité drames familiaux, enquêtes policières et luttes intérieures. Car pendant que Camille fuit ce qu'elle vient d'apprendre, Martin poursuit son investigation autour des événements troublants survenus à la Villa Perrot. Entre l'empoisonnement de Maude et l'électrocution de Raphaël, un fil rouge commence à se dessiner. Un plan, une volonté de nuire, peut-être même une vengeance. Les résultats d'analyse et de reconstitution des faits tombent. Le boîtier électrique de la piscine a bel et bien été trafiqué. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement technique, mais d'un sabotage ciblé. Martin interroge les employés, les proches, les livreurs. Rien. Aucun indice flagrant. Sauf peut-être un témoignage discret d'un voisin qui dit avoir aperçu une silhouette rôder près de la clôture la veille de l'accident. Martin se replonge alors dans les antécédents de la famille. Qui leur en voudrait à ce point? Une ancienne affaire? Un client mécontent? Un proche trahi? Toutes les hypothèses sont sur la table. Et dans ce brouillard d'interrogation, un nom revient de manière récurrente, comme un écho sourd, Victor Brunet. Ancien associé, ennemi discret, homme aux ressources insoupçonnées, dont les liens avec les Perrot ont toujours été ambigus. Est-il capable de passer à l'acte? A-t-il quelque chose à gagner dans cette affaire? Rien n'est encore prouvé, mais Martin le sait. Cette affaire est loin d'être résolue. Et pendant que l'enquête avance lentement, d'autres relations se transforment. Philippine, après avoir assisté au rapprochement entre Charles et Damien, commence à ressentir une forme d'apaisement. Elle se rend compte que les rancunes ne construisent rien, qu'il est encore temps de bâtir sur les décombres du passé. Pourtant, elle reste vigilante. Une intuition persistante la tourmente. Tout cela est trop calme, trop parfait. Et si cette réconciliation n'était qu'un paravent, un écran destiné à masquer d'autres dessins, elle décide donc d'en savoir plus. Elle mène sa propre enquête discrètement, à sa manière. Elle fouille dans les archives, relit d'anciens messages, remonte des pistes oubliées. Ce qu'elle découvre la trouble profondément. Un échange cryptique entre Charles et un contact inconnu daté de quelques jours avant la tentative d'empoisonnement. Un message codé, une adresse IP suspecte, une ambiguïté insupportable. Philippine, bouleversée, hésite. Doit-elle confronter Charles? En parler à Damien? Prévenir la police? Le doute s'installe, et le spectateur, lui aussi, se retrouve happé par ce nouveau rebondissement inattendu. Alors que l'épisode touche à sa fin, les pièces du puzzle se mettent lentement en place, mais sans jamais vraiment s'assembler. Chaque réponse semble générer une nouvelle énigme, chaque révélation, une nouvelle douleur. Et c'est là toute la force de Demain nous appartient. Offrir un kaléidoscope d'émotions humaines où les certitudes sont rares, les retournements fréquents et les vérités toujours complexes. Les dernières images laissent entrevoir un avenir incertain. Camille, seule face à elle-même, semble décidée à affronter ce nouveau pan de sa vie. Raphaël, affaibli mais lucide, s'interroge sur la suite à donner à sa relation avec Martin. Simon, brisé, se demande s'il pourra un jour réparer les dégâts. Et Maude, en convalescence, ne peut s'empêcher de se demander si elle est en sécurité. La menace rôde encore, invisible, sournoise, déterminée, mais l'amour, lui aussi, est là.
Discret, ténu, mais bien réel. Et dans cette ville où tout peut basculer en un instant, c'est peut-être la seule chose qui vaille encore la peine d'être protégée. Merci d'avoir lu cet article et regardé la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite chaleureusement à cliquer sur s'abonner pour ne rien manquer des prochains résumés, analyses et révélations exclusives sur Demain nous appartient et bien d'autres séries captivantes. Activez la cloche pour recevoir une notification dès qu'une nouvelle vidéo est en ligne. Laissez un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de l'épisode ou partagez vos théories. Likez la vidéo si vous l'avez aimée, ça m'aide énormément. Partagez-la avec vos amis fans de la série. Chaque abonnement, chaque message, chaque interaction est une vraie source de motivation pour moi. Grâce à votre soutien, je peux continuer à créer du contenu passionné, régulier et toujours plus complet. À très bientôt pour une nouvelle vidéo pleine de surprises. Merci encore et à très vite sur la chaîne.